Bonjour et bienvenue sur la quotidienne condensée des numériques. Vendredi dernier, on a fait 15 minutes. On va essayer de tenir ce timing aujourd'hui. Donc on est parti tout de suite. Je garantis rien, mais on y croit très fort. Allez, déjà, c'est lundi, c'est Cyber Monday. Si vous n'avez pas dépensé assez d'argent pour le Black Friday, qui a commencé depuis 4 vendredis, on va pas se mentir, eh bien aujourd'hui, c'est Cyber Monday. C'est un peu les dernières occasions de faire des très très bonnes affaires sur la tech. Évidemment, on a une page dédiée avec les meilleures affaires. Et ce matin, on s'est surtout rendu compte qu'on avait fait passer un deal. C'est notamment ce téléviseur LG 65C1, donc un téléviseur haut de gamme 65 pouces de cette année à 1449 €. C'était violent. Bref, pour d'autres deals spectaculaires, on a une page dédiée. Je vous montre maintenant rapidement un objet qui lui n'est pas en sol mais qui m'a fait craquer. Regardez ce petit City Radio. C'est un petit objet connecté et qui vous permet de mettre des petits boutons dessus avec des noms de villes ou de lieux. Et quand vous appuyez dessus, vous avez automatiquement la musique ou une radio qui passe en ce moment dans cette ville. De quoi voyager, puis de quoi offrir surtout un joli objet un petit peu minimaliste. Si vous aimez aussi voyager avec du son, je vous conseille aussi les amis de chez Radio avec 5O, radio.com, qui vous permet de choisir votre décennie, voilà, qui vous permet de choisir un lieu, notamment par exemple ici la Colombie, et puis aussi un type de musique, et vous allez partir sur des playlists qui ont été sélectionnées avec soin par les membres de radio et par leur communauté, qui sont tous des connoisseurs et des connoisseuses de musique. Donc voilà, entre la petite City Radio et radio.com, vous avez de quoi vous mettre bien cette semaine. On enchaîne maintenant avec des tapis roulants. Rien à voir du coup, voilà, des tapis roulants, mais dans la grande thématique de cette rentrée qui est notamment le Right to Repair. Est-ce que lorsque vous achetez un objet, vous devriez pouvoir accéder à tout votre objet, le réparer, le modifier, le hacker? Pour les consommateurs, c'est plutôt oui. Pour beaucoup de constructeurs, c'est de plus en plus non. Et je vous rappelle qu'on avait parlé de la machine à glace McDonald's, on avait parlé des tracteurs d'hier aux États-Unis, on avait parlé d'Apple, de Microsoft. Parlons maintenant de Nordic Track, qui est un concurrent de Peloton. Les deux fabriquent en fait des objets de sport connectés avec des programmes et des contenus qu'ils vendent qui vont avec. Donc vous avez notamment un tapis de course qui peut, si vous le voulez, s'incliner lorsque le programme indique une montée, etc., etc. Mais derrière ce produit, il y a évidemment une tablette Android, comme chez Peloton. Et qui dit tablette Android, en fait, un ordinateur classique. Et donc, beaucoup d'utilisateurs s'étaient mis à atteindre le mode tablette normale en tapotant sur l'écran, une combinaison de touches sur leur écran, pour regarder aussi YouTube pendant qu'ils font du sport, ou autres activités, aller sur Internet, etc. etc. Nordic Track ne l'a pas entendu de cette oreille et a envoyé une mise à jour automatique et imposée à tous les utilisateurs et utilisatrices sans les prévenir, qui a reloqué les machines, les a empêchés de les débloquer. Grosse grogne de la communauté, un peu comme ce qu'a vécu Peloton ces derniers temps. Et du coup, le grand débat a-t-on le droit de modifier sa machine ou d'accéder à quelque chose qui n'est pas prévu par le fabricant? Du côté du constructeur, on se cache derrière des précautions d'usage en expliquant que si tout le monde peut modifier ou hacker sa machine, ça peut présenter des dangers physiques, notamment dans les salles de sport public. Bon, on verra. J'enchaîne maintenant avec un petit drone à 10 000 $, mais regardez comme il est mignon, il ressemble à un donut, et pour la peine, il s'appelle le Dronut. Et oui, voilà. L'intérêt de ce drone, c'est que contrairement à beaucoup d'autres drones, déjà il est tout petit, il tient dans la paume d'une main et il est équipé ce qu'on appelle un birotor, ce qui était le cas de certains hélicoptères. Donc au lieu d'avoir 4 hélices aux 4 coins de votre appareil, vous avez 2 hélices empilées l'une sur l'autre et qui tournent dans un sens inverse pour stabiliser l'appareil et lui permettre de bouger dans le sens qu'il veut. Du coup, ce tout petit drone est équipé également d'un lidar, de nombreuses caméras et de lumières LED pour se repérer en intérieur, se faufiler un petit peu partout, et le tout même sans GPS si vous êtes dans un 3e sous-sol et que vous êtes un agent secret qui voudrait infiltrer une base encore plus secrète. Ça vient de chez Cleo Robotics, c'est fait pour les pros pour l'instant, ça s'appelle le Dronut X1. Passons maintenant au chipset avec une grosse actu chez LG, puisque il y a un nouveau PDG à la tête de LG Electronics. C'est William Cho, qui était ancien PDG de LG Australie, puis LG Amérique du Nord. Une promotion, mais surtout un petit cadeau empoisonné. Je vous rappelle que LG Electronics se porte pas très bien ces derniers temps. Leur division mobile a, elle, fermé après avoir passé 23 trimestres consécutifs dans le négatif, et que leur division télévision LG, notamment OLED, qui est toujours très appréciée et de plus en plus concurrencée par d'autres fabricants, il va falloir que LG arrive à trouver des nouveaux secteurs, renforcer ses secteurs forts et se remettre des secteurs perdus. Donc bonne chance à William Cho, qui a annoncé notamment une stratégie assez agressive pour remettre LG Electronics sur le devant de la scène dès 2022. Dans les chipsets aussi, on va passer maintenant à Apple, qui a réussi et qui va bientôt réussir à se passer entièrement de Qualcomm. Je vous rappelle qu'Apple se fournit avec des modems Qualcomm depuis des années, et que les entreprises ne sont pas du tout contentes du partenariat
Apple accusant Qualcomm de lui faire payer un premium par rapport à d'autres constructeurs, et Qualcomm accusant Apple de ne pas être gentil avec eux et de ne pas vouloir payer certains brevets et certaines choses qu'ils leur doivent. Une bisbille qui s'était terminée par ils vont continuer à bosser ensemble parce que c'est beaucoup trop rentable pour l'un et pour l'autre, mais Apple qui avait travaillé en parallèle à racheter l'ancienne division modem d'Intel, Intel Broadband, qui avait fermé elle-même parce qu'elle n'était pas assez compétitive, et on va attendre, et donc maintenant, dans 2 ans, on aura enfin les premiers résultats de cette acquisition de la part d'Apple avec Intel, et à voir si Apple va se passer à 100% de Qualcomm. Ce sera un gros manque à gagner évidemment pour Qualcomm, et à voir si Apple fera les mêmes miracles avec des modems conçus en interne qu'ils ont fait avec leurs processeurs et avec leur GPU notamment. On enchaîne ce coup-ci avec un clavier. Regardez ce clavier, ça s'appelle le Wooting 2HE, à vous de le répéter 10 fois sans postillonner. Quel est l'intérêt de ce clavier qui ressemble à un clavier gamer simple? Et j'en profiterai pour vous dire dans les commentaires, dites-moi si selon vous l'avant d'un clavier c'est ici côté touche espace ou ici côté connecteur, parce qu'évidemment dans la rédaction on a un débat pour voir il est où le cucu, il est où la tête. Retour au sujet, le Wooting 2HE, l'intérêt de ce clavier, la spécialité de ce clavier, c'est qu'il a des touches et des switches analogiques, voilà, contrairement à d'autres claviers. Qu'est-ce que ça vous donne comme idée? Eh bien vous pouvez déjà choisir à quel moment votre clavier va encaisser l'input de votre doigt. Donc peut-être que vous appuyez à peine sur la touche, ça marche. Peut-être qu'il faut appuyer à fond sur la touche pour que ça marche. Donc vous pouvez choisir différentes fonctionnalités. Voilà. Et l'autre intérêt, c'est évidemment de pouvoir choisir et de maintenir un certain niveau de pression comme un stick analogique. C'est-à-dire que si vous appuyez un peu sur la touche, vous marchez. Et si vous appuyez à fond sur la touche, vous courez. Une bonne idée qui permet à ce clavier de remplacer un peu des sticks analogiques dans certaines fonctionnalités. Imaginons que vous avez le stick gauche ici et le stick droit sur les flèches. Le problème sur les premiers tests, notamment de nos confrères de The Verge, c'est que ce sont les jeux qui pour l'instant intègrent mal cette nouvelle technologie. Pour le reste, encore une fois, d'un point de vue hardware, le clavier marche bien. D'un point de vue software, eh bien, le clavier marche bien, tout est bien intégré. C'est juste que les jeux ne comprennent pas bien à quoi ils ont affaire. Un clavier, une souris, une manette avec 2 sticks analogiques, un peu compliqué. Voilà. En attendant, ce clavier coûte un peu cher, c'est plutôt $170 pour une bonne idée, mais on attendra de voir surtout si l'intégration est à la hauteur de l'exécution. Passons maintenant vite au transport avec une victoire pour Waze, TomTom, Coyote et tous les logiciels un peu de géolocalisation communautaire qui permettent au hasard, pas d'indiquer où se trouve le McDo le plus proche, mais d'indiquer où se trouve le radar ou le petit contrôle discret de la gendarmerie le plus proche. Le gouvernement avait essayé de faire interdire ce genre de fonctionnalité. Dans l'épisode 2, Waze, TomTom, Coyote et autres solutions avaient dit que c'était impossible à interdire, et finalement le Conseil constitutionnel leur a plutôt donné raison, avec une histoire un peu de liberté d'expression, et donc il sera toujours dans certaines mesures autorisé de partager des contrôles volants ou des radars, et ne pas avoir de ce qu'on appelle les zones blanches, donc ce que demandaient certaines préfectures de police, c'est-à-dire des zones où on ne pouvait pas partager ce genre d'informations pendant un certain temps. On continue sur les transports avec la 4L, le prototype de 4L promis par Renault il y a quelques semaines. Eh bien, voici le prototype, c'est une 4L et qu'on appelle la R4, mais AIR4, puisque vous le voyez, cette voiture n'a pas de porte, n'a pas de roues, puisque les portes, c'est la voiture qui se surélève, et les roues, ce sont 4 hélices. Oui, Renault a complètement craqué là-dessus, et on s'attendait tous à un petit concept de concept car. On a un concept drone, voilà, avec cette voiture qui peut voler, littéralement. Ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est une manière pour les ingénieurs de Renault, de changer un peu les idées. En attendant, je vous rappelle, l'héritière de la Renault 5, la R5, qui elle sera bien une voiture normale sur 4 roues et qui sortira dans le commerce. Passons vite à Tesla. Tesla qui, une mauvaise nouvelle, ils ont loupé un petit bonus de 1,1 milliard d'euros d'aide de l'Union européenne pour leur Gigafactory allemande. Avec leur retard, ils n'étaient plus éligibles à cette petite aide. Désolé pour Tesla. Tesla également qui semble passer chez AMD petit à petit, puisque des clients chinois des nouveaux modèles de Tesla, modèle Y et modèle 3, ont vu des AMD Ryzen dans leur voiture. Jusqu'alors, Tesla bossait plutôt avec Intel, à part sur certains modèles qui effectivement commençaient déjà à adopter des APU AMD. Donc je vous rappelle, les APU, c'est un CPU et un GPU. À voir si
Tesla est en train de faire un gros switch chez AMD où ils sont juste en train de se fournir là où il y a encore de la disponibilité. Parce que je vous rappelle que trouver des processeurs en ce moment, c'est compliqué pour l'industrie automobile. Passons chez un concurrent maintenant de Tesla, c'est Polestar. Je vous rappelle Polestar qui était une sous-marque de chez Volvo, qui depuis a pris un peu son envol, un peu comme Livewire l'a fait avec Harley Davidson, et présente leur future berline haut de gamme, qui va être peut-être la Polestar P5. Voilà, on a la P1 qui est une voiture très haut de gamme à plus de 150 000 $, la P2, la P3 qui seront sûrement des SUV, et la P5 qui sera du coup une berline haut de gamme et une grande berline promise par Polestar qui, on attend un peu qu'ils arrivent à faire leur preuve au-delà de voitures très très chères. Bon, en tout cas, c'est une jolie bouille et je vais faire la même coupe de cheveux que cet ingénieur, bien sûr. Voilà, promis. Je termine avec une voiture, côté voiture à hydrogène avec Gossin. Je vous rappelle, Gossin a misé sur l'hydrogène avec des camions de transport et ils viennent de montrer leur premier véhicule qui va faire Paris-Dakar. Le tout en hydrogène avec une OPSP avec le PSG. On est dans le camoulox total, mais c'est juste que je trouve ce véhicule beaucoup trop mignon. Regardez-le arriver, voilà, il est là, mais je voulais juste vous montrer Léo Messi qui monte dans un véhicule à hydrogène. Voilà, c'était la news du jour. Voilà. Si Léo Messi pouvait faire aussi des buts en Ligue 1, ça arrangerait beaucoup de personnes. Voilà, merci beaucoup Léo, d'avance. On a quitté maintenant les véhicules à 4 roues et on va passer aux véhicules à 2 roues. Niu, le géant chinois, va lancer sa première moto pour venir notamment concurrencer des Zero et Motorcycle et autres fabricants. Une moto équivalent 125 cm3 qui sera vendue à l'été 2022 en France, 7 690 € avec une autonomie annoncée d'une centaine de kilomètres. Le secteur, je vous rappelle, bouge beaucoup en ce moment entre Super Soco, Zero, Niu et d'autres. Et on termine avec une petite marque que j'ai découvert un peu au hasard qui est mignonne. Voilà. Ça s'appelle Cake et leur moto s'appelle la Work, tout simplement. C'est une voiture qui est faite pour des professionnels, c'est-à-dire des gens qui transportent des marchandises ou des gens qui font des interventions. Donc des petites motos extrêmement compactes et très simples, et aussi des motos, vous le voyez, avec des structures qui leur permettent de charger un peu comme des vélos cargo, à l'avant, à l'arrière, mais même sur le côté. Vous allez voir ici avec... voici ce petit modèle de Cake, vous voyez, qui peut transporter un peu tout et n'importe quoi et traîner des choses. Vu qu'il y a un gros marché des vélos cargo, pourquoi pas les petites motos cargo professionnelles vendues, vous le voyez, sur abonnement, sûrement des entreprises ou des collectivités. Maintenant, on attaque le volet un petit peu GAFAM, software, société. On commence avec l'Union européenne qui se félicite d'avoir adopté le DSA et le DMA. C'est la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est ? C'est le Digital Services Act et le Digital Markets Act. Ce sont des volets législatifs qui vont permettre à l'Union européenne de forcer les géants de la tech à rentrer un peu dans les clous et à se comporter de manière plus responsable sur notamment ce qu'ils diffusent, ce qu'ils proposent. C'est une première. Et on va voir comment, évidemment, les géants réagissent. Alors, évidemment, pour Google, c'est une mauvaise nouvelle. Mais on verra, puisque je vous rappelle que depuis quelques années, on est un peu dans un mouvement de régulation de ces GAFAM qui deviennent un petit peu ingérables selon les gouvernements. En parlant de GAFAM, nous avons Facebook, qui est toujours au centre des scandales avec les Facebook Papers. Nous avons des milliers de documents qui ont été... publiés par le Wall Street Journal, des centaines, et on a aussi des milliers de documents qui ont été récupérés et diffusés par Frances Haugen, la lanceuse d'alerte. De plus en plus de médias et de gouvernements ont désormais accès à ces documents et on voit arriver de nouveaux articles et de nouvelles révélations sur les Facebook Papers, avec notamment celui-ci du Washington Post. Désolé d'avance pour le paywall, puisque j'ai gâché ma lecture gratuite avant. Le Washington Post qui a découvert que les algorithmes défavorisaient beaucoup les populations noires dans leurs décisions et que, évidemment, en interne, Google était au courant. Voilà le genre de choses qui vont sortir un petit peu de ces Facebook Papers, volume 2. En parlant de discrimination, on va parler aussi de discrimination chez PlayStation, avec une ingénieure de PlayStation qui les attaque en procès pour discrimination de genre. Ce coup-ci, vous le savez, PlayStation, comme toute grande entreprise de la tech ou pas de la tech, a ces problèmes de discrimination, que ce soit de genre, de race, de préférence sexuelle, etc. Ici, c'est un premier procès qui pourrait peut-être en accueillir d'autres prochainement. Restons un peu dans la société, l'éthique et la technologie avec ce coup-ci le cri qui est lancé par une dermatologue, Jenna Lester, qui a un vrai problème puisqu'elle est dermatologue, mais lorsqu'elle reçoit des photos de patients ou lorsqu'elle prend des photos de patients avec des carnations de peau
foncé, eh bien, elle a des problèmes puisqu'il y a un manque de lisibilité, un manque de reconnaissance du diagnostic et un manque de traitement d'image performant justement. Dans cette grande idée que les algorithmes ne sont pas faits pour les peaux de couleur foncée, les peaux noires notamment, on est dans la photographie médicale. Je vous rappelle que c'était un des grands sujets de Google lors de la conférence I/O de mai dernier. Il faut absolument améliorer la photo et les traitements d'images pour les personnes de couleur plus foncée que les peaux caucasiennes. Et ici, eh bien, Jen Allister qui a publié un long papier et qui propose des solutions pour retravailler tout cela. Je vous rappelle que c'est un problème qui se gère au niveau du capteur, du traitement d'image, des algorithmes, de la compression, bref, d'absolument tout, des filtres, c'est la totale et c'est pas fini. On terminera sur ce grand volet un peu société, morale, éthique et technologie avec l'UNESCO. L'UNESCO qui a décidé eh bien, de tirer la sonnette d'alarme. Alors les gars, on est bientôt en décembre 2021 sur l'intelligence artificielle, parce que ça y est, l'UNESCO a officiellement peur de l'intelligence artificielle. Ça pourrait être merveilleux selon eux, mais il faudrait un petit peu la réguler eh bien, écoutez, les principes de proportionnalité, de sécurité, de non-discrimination, de décision. Et l'UNESCO qui s'est donné 3 ans pour publier un texte de référence et une sorte de cadre éthique et moral pour développer des intelligences artificielles. Alors, malheureusement, à l'échelle de la technologie, 3 ans, c'est un peu comme les chats, c'est un peu x7. Mais peut-être que l'UNESCO arrivera à quelque chose d'intéressant avec son texte. Est-ce qu'il fera autorité ? Rien n'est moins sûr. On termine cette petite quotidienne condensée avec du contenu et notamment de la SVOD. Tous les programmes de décembre 2021 ont été passés dans les yeux experts de Bastien Lyon, notre monsieur SVOD. Donc il a été fait un tour sur Netflix, tous les programmes de décembre 2021, avec notamment The Witcher saison 2, qui est un peu la superstar, qui arrivera le 17 décembre. Du côté de Disney+, on aura la série télé autour de Boba Fett, qui va arriver, parce que Disney, c'est des spin-offs, de spin-offs, de spin-offs, de spin-offs. Voilà. De l'ESPN aussi. Puis du côté d'Amazon Prime, nous aurons le grand rendez-vous. Ce sera un film d'Aaron Sorkin avec cette chère Nicole Kidman et ce cher Javier Bardem. Ça s'appelle Being the Ricardos. Donc je sens qu'on va pouvoir binge-watcher à gogo durant les fêtes de fin d'année. On termine avec tous les tests qui ont eu lieu pendant ce Black Friday et ce Cyber Monday sur les numériques, parce qu'on ne s'arrête pas de tester la Surface Go 3 qui ne nous a pas trop convaincu, la Surface Pro 8 qui nous a moins convaincu qu'on aurait pu l'imaginer, le Huawei Mate GT qui nous a beaucoup convaincu, notamment depuis que s'est débarrassé de sa barre de son qui n'était pas très performante et qui rajoutait du prix et du tarif à ce moniteur. Sans barre de son, c'est peut-être une nouvelle référence chez nous. Une télé Hisense 55 pouces OLED au tarif plancher de 1090 €. Le problème, c'est qu'en ce moment, des télés OLED 55 pouces, on les trouve à moins de 1090 € avec Cyber Monday. Et oui. On continue avec nos tests de compteuses numériques et Fabien Pionnier qui s'attaque à la compteuse histoire Faba, mais aussi la compteuse merveilleuse de la marque Joyeuse. Voilà, donc il teste tout ça avec beaucoup de sérieux. On a un comparatif, je vous rappelle, ça ferait des bons cadeaux de Noël. Côté smartphone, on a un Poco M4 Pro testé par Henri Lahera. Et oh là là, méga surprise, un peu comme Scooby-Doo, si on enlève son masque, sous le masque se cachait un Xiaomi Red Note 11. C'est compliqué chez Xiaomi quand même, voilà. Mais c'est à vous de choisir peut-être sur les goûts et les couleurs. On a testé aussi une manette chez Nikon qui ne vaut que 100 € pour une manette de gaming avancée, peut-être parce qu'elle est filaire, mais une manette qui se défend très très bien par rapport au ténor du genre. On termine avec la friteuse. Vous avez fait un live de friteuse sans huile. Eh bien, on a le test de la Air Fryer Compact de chez Philips. Le lave-linge Whirlpool qui ne t'a pas trop convaincu. Une cafetière à capsule Philips aussi, l'Or Barista. Et enfin, toute la gamme Nissan Qashqai testée par Eric. Je vous montre le Visia Mild Hybrid 140 chevaux, mais vous avez 5 ou 6 modèles testés par Eric Fontaine. Voilà pour tous les tests, voilà pour tous les news. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode, à 11h pour du live. Je vous fais des gros bisous, pouce bleu, abonnement, commentaire, j'ai un peu gentil. Et vous me dites aussi où est le cucu et la tête du clavier, ça me fera plaisir. Ciao.